problème du sondage, c'est que on ne peut pas en lui-même, enfin ça n'a pas de sens d'en dire du bien ou du mal. Et souvent les gens posent le problème comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Bon, en fait, ça serait une question de sondage, c'est une question idiote. Êtes-vous pour ou contre les sondages? Je suis contre les sondages. Et alors deuxième question, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou n'accepteriez-vous pas de répondre? Oh, je n'accepterai pas de répondre. Dans tous les cas? Dans tous les cas. À aucun sondage, alors je note vos deux réponses. Même quand ils répondent, leur réponse ne va avoir aucun sens, parce que n'importe qui peut dire oui ou non, c'est à la portée de n'importe qui, même à une question qu'il ne comprend pas ou qu'il ne se pose pas. Ah là là, la mesure de l'opinion publique, une vaste arnaque. C'est assez étonnant le pouvoir qu'ont les sondages dans un pays où la défiance envers les médias s'est élevée au rang de norme. En réalité, le pouvoir des médias, et en particulier de la télévision, qui possède un monopole sur la formation de l'opinion d'une bonne partie de la population, est généralement euphémisé par les mêmes sur lesquels le pouvoir s'exerce. C'est vrai, on se dit un peu tous « oui, je suis affranchi, oui, je suis politisé, oui, j'écoute juste pour me tenir informé ». En fait, c'est juste de l'auto-persuasion. Parce que le pouvoir des médias est plus fort que vous ne le croyez. Vous savez, quand on ne sait rien sur un sujet particulier, on peut avaler n'importe quoi. Si jamais vous n'y connaissez rien en neurophysiologie, je pourrais vous faire avaler que les synapses sont situées uniquement au-dessus du nez. Eh bien c'est pareil pour l'actu. On vous parle de choses éloignées pour la plupart, du coup vous pouvez avaler n'importe quoi. Par exemple, regardez le cas Onfray. La plupart qui lui vomissent dessus ne l'ont jamais lu, voire jamais écouté. Ou défendent des intérêts corporatifs. Et d'ailleurs, parenthèse, la défense des intérêts corporatifs, disait Bourdieu, passe souvent par la défense du cela va de soi. Eh bien c'est en grosse partie parce qu'ils ne l'ont pas lu que ces mêmes le font passer pour un mec du Front National. Or objectivement, il n'y a pas grand chose qui puisse le démontrer. Mais d'où peut nous venir cette formation de l'opinion? Les médias. Faut pas croire, on y est tous vulnérables, car influençables. Et l'une des stratégies favorites des médias, et en particulier des politiques, c'est d'invoquer les sondages. Alors je sais, critiquer les sondages, c'est tirer sur l'ambulance, c'est facile, tout le monde le fait, ok. Mais tout le monde ne le fait pas sous l'angle de Pierre Bourdieu, qui dans son livre Questions de sociologie, bouquin de conférence, nomme un chapitre « L'opinion publique n'existe pas ». Donc on va s'attaquer à son analyse, qui sera sûrement un peu dérangeante quelquefois pour certains. Bourdieu se pose la question de la fonction et du fonctionnement des sondages. Il commence par mettre en cause 3 postulats qu'ils engagent de façon sous-jacente. Le premier, c'est que tout le monde peut avoir une opinion. Postulat contesté. Deuxième postulat, toutes les opinions se valent. Or, accumuler des opinions n'ayant pas la même force, du fait de la culture différente des sondés, produit des artefacts dépourvus de sens. Et enfin, dernier postulat, poser les mêmes questions à tout le monde suppose que tout le monde s'accorde sur le fait que cette question doit être posée, ce qui est une aberration. Le reproche courant que l'on fait au sondage est la représentativité des échantillons, mais vu les moyens engagés par les instituts de sondage, c'est moyennement fondé. On leur reproche également d'induire les réponses dans les questions, de formuler les questions d'une certaine façon. Tu demandes à une mémé, est-ce que vous êtes pour augmenter, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 1 ou 2, 0% sur la richesse des patrons pour payer la retraite? Elle va dire ouais, ouais. Tu dis, est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les charges sociales qui pèsent sur les entreprises? Elle va dire, oh ben non, c'est embêtant quand même. Démonstration implacable qui remet en plus en cause le premier postulat. Enfin, les questions sont soumises à des lois de marché. Vous pensez que la question des réfugiés se posait il y a 50 ans? Les problématiques sont donc liées à la demande sociale. Vous vous rappelez du sondage My World 2015? Le sondage demandait de classer les problèmes dans un ordre d'importance selon ses propres intérêts. Regardez la différence entre les préoccupations des mineurs et des adultes. Cette même distance se retrouve entre les citoyens et le personnel politique, ce qui induit que les problématiques répondent insidieusement à des intérêts politiques. Le but des sondages est d'imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique comme amas additif d'opinions personnelles, à imposer une moyenne des opinions, ou plutôt une opinion moyenne. Vous savez, ces sondages utilisés par les médias comme ceci, 60% des Français sont favorables à la peine de mort. Notez ici la synecdoque. En fait, l'équivalent pour les politiques de « Dieu est avec nous », c'est « l'opinion publique est avec nous ». On en revient aux intérêts corporatifs. En scandant cette phrase, l'effet est que l'opinion paraît majoritaire, et on s'occupera de ça plus tard. C'est l'effet d'une enquête d'opinion, faire croire que le sondage est représentatif afin de légitimer une politique, car tout exercice de la force cherche à légitimer cette force. Mais quelles sont ces opérations par lesquelles s'exerce cet effet de consensus? La première consiste à supprimer les non-réponses de la statistique, ce qui reviendrait à éliminer les bulletins blancs et nuls d'une élection. Or, cela part du postulat que tout le monde peut avoir une opinion, ce qui est contestable empiriquement. Il y a une différence dans le taux de non-réponse entre les hommes et les femmes qui s'accroît à mesure que les questions sont de plus en plus d'ordre politique. Autre observation, plus une question porte sur la culture, le savoir, plus l'écart est grand entre les instruits et les non-instruits, ce qui n'est pas le cas lorsque la question est d'ordre éthique.
Donc en fait, il y a deux probabilités lorsqu'on analyse le taux de réponse d'une catégorie. La première, la proba d'avoir une opinion, et la deuxième, la probabilité d'avoir une opinion favorable ou défavorable. L'un des effets pernicieux des sondages est de poser les questions que les gens ne se sont pas posées au préalable. En effet, il y a plusieurs leviers par lesquels on peut engendrer une réponse. En premier lieu, la compétence politique, loin d'être également répartie puisqu'elle varie grosso modo selon le niveau d'instruction et l'implication de l'individu dans un mouvement quelconque. Par exemple, quand on est de gauche, on ne voit pas nécessairement tous les courants politiques à droite. Pourtant, on en voit beaucoup à gauche. Donc une élection est un agrégat de gens qui notent de 0 à 20 et d'autres qui notent de 9 à 11. Pour qu'il y ait un jugement esthétique par exemple, il faut que les gens pensent l'œuvre d'art comme une œuvre d'art, et qu'ils y appliquent des catégories de perception pour la structurer. C'est à ça que servent les mouvements de peinture par exemple. Supposons maintenant la question, êtes-vous pour une éducation directive ou non directive? Pour certains, il s'agit d'une question politique, rien d'autre. Pour d'autres, une question de morale, comme quoi il faudrait laisser de la liberté à l'élève, tout ça. Donc pour qu'il y ait jugement politique, il faut que les gens pensent la question politique comme une question politique, et qu'on y applique des catégories politiques qui peuvent être plus ou moins adéquates, ou plus ou moins raffinées. Premier postulat, démonté. Deuxième opération, ce que Bourdieu appelle l'éthos de classe. Bref définition, l'éthos de classe est un système de valeurs implicites que les gens ont intériorisé depuis l'enfance grâce au processus de socialisation, et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes différents. Si vous voulez compléter la vidéo, je conseille la vidéo de Cyrus North sur l'habitus de Pierre Bourdieu. Donc imaginons des questions diverses sur ce tableau. Le premier ensemble concerne un certain type de novation dans les rapports sociaux, dans la forme symbolique des relations sociales, et suscite des réponses d'autant plus favorables à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale. A l'inverse, le second groupe porte sur des questions de rapport de force entre les classes, et suscite des réponses de plus en plus favorables à mesure que l'on s'abaisse dans la hiérarchie sociale. Pour le cas du dernier postulat, je l'ai déjà dit mais ça fait pas de mal, les questions posées dans les sondages ne sont pas des questions que tout le monde se pose. Ainsi, on assiste à la création d'une problématique dominante qui est en réalité la question qui intéresse le pouvoir. De plus, l'objectivité n'est pas de poser la question dans les termes les plus neutres possibles, mais de donner aux gens les moyens de se situer par rapport à des opinions déjà formulées. Les réponses aux questions étant des prises de position, nous prenons une position par rapport à notre place dans notre milieu, position ou, pour parler comme Bourdieu, notre champ. Deux lois se dégagent donc de ces analyses. On a d'autant plus d'opinions sur un sujet que l'on est intéressé par ce dernier. Par exemple, on a davantage d'opinions sur le système d'enseignement que l'on est professeur. Et on a davantage d'opinions sur un sujet lorsque nous avons le pouvoir d'influer sur le sujet sur lequel on opine. Pour faire bref et pour conclure, selon Bourdieu, l'opinion publique sous la forme que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence n'existe pas. L'opinion publique qui est présentée comme telle n'est donc qu'un artefact. C'est donc la fin de cette vidéo. Si jamais vous l'avez apprécié, vous connaissez la marche à suivre. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon réveil, une bonne journée, une bonne fin de soirée ou même une bonne nuit. A plus, à la prochaine tout le monde. Ciao.